Aujourd'hui, je reçois Céline de Canal et Pieds sur Ciel. Céline imagine principalement des boucles d'oreilles asymétriques inspirées du Japon, des fleurs et de tout ce qui rend le quotidien un peu plus poétique. Dans son atelier, elle travaille les fleurs pressées qu'elle peint à la main, le papier japonais et depuis peu la broderie d'art au crochet. Elle crée aussi de jolies fioles souvenirs comme de petites parenthèses sensibles à garder auprès de soi. Son univers est très reconnaissable, doux, coloré, délicat, mais jamais lisse. Parce que derrière Canal et Pieds sur Ciel, il y a Céline avec sa grande sensibilité, sa curiosité, son autisme, son regard souvent à contre-courant et son envie profonde de créer du lien. Avant de créer ses bijoux, Céline s'est formée à la recherche en histoire des émotions, du corps et du genre, puis elle a obtenu le concours pour devenir enseignante. Mais son chemin a pris une autre direction. Après une période difficile, une psychologue l'encourage à se tourner vers l'art pour exprimer ce qu'elle ressent et à retrouver du lien. Elle profite de l'occasion de son mariage pour réaliser elle-même sa décoration, ses bijoux et une partie de sa tenue. Et quelques mois plus tard, pendant le confinement, elle commence à vendre ses premières créations. Très vite, son activité prend de l'ampleur. Son compte Instagram grandit, son style s'affirme et ses bijoux trouvent leur public. Mais cette croissance rapide l'amène aussi à s'épuiser. Un burn-out lui fait comprendre qu'elle doit inventer une autre manière de travailler, plus lente, plus juste, plus respectueuse de son énergie. Aujourd'hui, chez Canal et Pieds sur Ciel, il n'y a pas de course au premier arrivé, premier servi. Céline propose seulement quelques ventes par an, elle travaille sur commande et imagine une expérience plus sereine, pensée pour laisser de la place au temps, à la création et à la sensibilité de chacun et de chacune. Dans cet épisode, elle va nous raconter comment elle a construit un chemin artisanal à son image, comment elle a apprivoisé une croissance aussi belle qu'intense et comment elle continue de nourrir sa créativité à travers de nouveaux défis. Je te souhaite une très belle écoute. C'est décidé, je vais vendre mes créations. Mais ça veut dire qu'il va falloir me vendre, je déteste ça. Il y en a déjà 1000 comme moi, comment je vais faire pour sortir de la masse? Et si au final personne n'a acheté? Je suis sûre qu'on va me dire que t'es trop cher. Je crois que je suis vraiment plus douée en création qu'en communication. Ces phrases-là, je suis sûre que tu les entends tous les jours dans ta tête. Je me trompe? Coucou, moi c'est Perrine et j'ai choisi de coacher celles et ceux qui créent des objets magnifiques mais qui ne savent pas comment les vendre. Dans ce podcast, je te partage toutes mes stratégies pour développer ton activité artisanale. On va parler de vente, de marketing, de copywriting, des mots qui te font peur aujourd'hui et qui seront tes meilleurs amis demain. Promis, ce sera pas que de la théorie, je vais te décortiquer tout ça avec des exemples concrets et des outils que tu pourras appliquer facilement. Et je vais aussi te faire rencontrer des artisans et des artisanes qui ont réussi pour que tu réalises que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'on a besoin de la beauté de ton travail dans cet univers. Bienvenue dans ton espace pour réussir dans l'artisanat. Attrape tes aiguilles, tes outils, tes pinceaux et écoute-moi en créant. Je vais te montrer comment vendre ce que tu auras juste créé. Les artisans que tu admires aujourd'hui ont tous commencé quelque part. Alors pourquoi pas toi? Coucou Céline, je suis trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Rien que ça. Oui, moi aussi d'ailleurs, je suis tellement enthousiaste que je sais quoi. Ça va super bien, quoi. Ça va super bien. Alors je commence toujours par une question assez difficile, je t'avoue, puisqu'on est dans réussir dans l'artisanat. Moi, quand je vois ce que tu fais, je me dis quand même que tu es un modèle de réussite. Tu vends tes pièces en quelques heures, peut-être, je sais pas même, je sais même pas si c'est pas en minutes. Tu as quand même beaucoup d'abonnés, il y a quand même beaucoup de gens qui suivent et qui sont fans de ton travail. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi? Alors c'est pas si compliqué que ça, c'est surtout que chacun a ses définitions de la réussite. Donc je Ouais. vais te répondre avec ma définition de la réussite, du coup, enfin dans mon Ouais, travail, ouais, ouais. pas dans la vie générale. Moi je pense totalement que j'ai réussi, mais j'ai réussi à partir du moment où avant même d'avoir créé mon entreprise, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à renouer avec ma sensibilité et ma créativité, à partir du moment où j'ai commencé à créer. Et ça me fait penser à une citation que j'ai vue passer ce matin, je l'ai notée parce que je l'adore. C'est: «Dans un monde de conformité et d'indifférence, mieux vaut être fou et trop vivant qu'être adapté à moitié mort». Et pour moi, créer, c'est un peu être fou et c'est être trop vivant. Donc à partir du moment où j'ai réussi à être comme ça, et ben, j'ai tout réussi. Ah, trop bien, j'adore. C'est trop bien parce que du coup, tu as complètement détaché ta réussite de tes chiffres et des Ouais, objectifs totalement, c'est pas très important pour moi, enfin, et c'est trop personnellement chouette. après. Mmh. Donc dès le début, tu avais déjà réussi, en fait? Oui, c'est ça. J'avais Mmh. pas du tout d'objectif de toute Mmh. façon, pour moi, Canal et Pieds sur Ciel, au tout départ, c'était juste un passe-temps, hein. Ça a jamais été question que ce soit, quelque chose de marchand, enfin, on va dire. Ouais, justement, tu as commencé comment alors au tout départ? Alors tu veux que je revienne à partir de quel tout départ? Ah, je Pas sais pas, précis. celui qui selon toi fait sens et
Parce que Bah, sinon ça tu nous m'avais dit emmène tu m'as très parlé loin. de ton mariage, tu m'as dit quand tu as commencé à créer pour ton mariage, Oui, mais peut-être voilà. même un petit peu avant? Peut-être quand tu as commencé à te, raccrocher à ta sensibilité là, je sais plus, tu avais Ouais, une prof alors en qui fait, avait dit ça. j'étais créative quand j'étais toute petite, enfin j'ai toujours été créative et c'est vrai que j'ai passé une période à l'adolescence et post-adolescence où, j'avais un trouble de l'anxiété sociale et j'étais atteinte d'anorexie et de boulimie. Donc dans ces périodes-là, j'étais émotionnellement, complètement atteinte. Ce qui avait un avantage, c'est que ça anesthésiait mes émotions que je savais pas, qui étaient tellement disproportionnées, je savais pas les gérer donc voilà, j'étais dans la maladie et j'étais un peu comme un zombie. Et puis, et donc je suis allée voir, une psychologue. Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais celle-là a une démarche vraiment, différente des autres. Elle a vu en moi cette créativité, cette sensibilité, elle m'a encouragée. Elle savait que j'aimais l'art et elle m'a dit: «Mais lancez-vous là-dedans». Je lui avais Et tu avais montré quel âge? j'avais quel âge? J'avais 6 ans. Oui quand même, d'accord. Ouais, Tu ouais, étais pas je suis enfant quoi, restée oui. j'étais malade très longtemps. De l'adolescence jusqu'à, voilà, 26 ans à peu près et celle-là, elle, m'a vraiment aidée à avoir ce déclic-là. Donc je lui avais montré quelques dessins, que je faisais, mais vraiment, c'était tout début. Elle m'avait dit: «Mais lancez-vous là-dedans, ça va vous permettre de vous exprimer, participez à des expositions». Alors j'étais timide, j'étais coincée comme tout. Elle m'a dit: «Mais si, ça va vous permettre de créer du lien, justement, vous avez des difficultés sociales, ça va vous aider». Enfin bon, bref et donc je me suis dit: «Bah, je vais suivre ses conseils». J'ai commencé à les suivre à l'occasion de mon mariage. Du coup, je me suis dit: «C'est la bonne occasion». J'ai fait tous mes préparatifs de déco, j'ai fait mes propres boucles d'oreilles, c'est ce que j'ai kiffé aussi, une partie de mes vêtements et puis après, juste après notre mariage, genre 3 mois après, il y a eu le covid et là, bah, je me retrouvais, sans rien comme la comme la plupart des gens, à pas travailler, avec beaucoup de temps libre et bah, je me suis dit: «Bah, je vais me lancer à fond, dans l'art, quoi» et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes premiers bijoux. Enfin, j'ai d'abord fait de la peinture, j'ai vendu quelques tableaux et après je suis passée, aux bijoux. Comment tu es passée à chaque fois de chaque étape? Tu te dis, «Je fais de la peinture, après je fais des bijoux, après je fais» tu faisais des bijoux en bois, non, tu m'as dit, après tu t'es Au mis à faire début, ouais. Bah, au début, je faisais de la j'ai fait des tableaux, donc avec de la peinture et tout ça et je me suis comme j'aimais beaucoup les boucles d'oreilles, parce que ça me permettait de m'exprimer. Par contre, ouais, c'était ça qui était intéressant. Quand j'étais anorexique boulimique, j'étais complètement coupée de ma sensibilité, mais j'avais toujours ce petit accessoire, les boucles d'oreilles ou de jolis vêtements et qui expriment c'était la seule chose où j'arrivais encore à exprimer mon originalité et ce que je ressentais, en fait. Et donc j'ai toujours été attirée par les bijoux et donc du coup, voilà, je me suis dit: «Je fais de la peinture sur des tableaux, je m'ennuie un peu et si je faisais sur des bijoux?» puis comme ça je pourrais les porter, il y a aussi une utilité. Puis après de fil en aiguille, mon style a évolué, le bois ça devenait trop lourd, je suis passée à autre chose et voilà, ça s'est fait de manière assez, intuitive et naturelle. et comment tu as fait justement pour faire évoluer ton style? Parce que moi j'ai beaucoup de filles qui me disent, «Je sais pas trouver mon style, je sais pas, comment et comment, ouais, comment définir mon positionnement, ma différenciation», tout ça. Ça tu fait comment? Alors au début, je faisais un peu de tout. Je partais dans tous les sens, comme sûrement Mmh. toutes les créatrices qui débutent. Voilà. Alors au début, j'ai vendu sur Vinted, ce qu'il faut pas faire, mais je ne savais pas qu'il fallait pas le faire. Donc déjà sur Vinted, je voyais ce qui partait pas. Après je me suis mise sur Instagram que je connaissais pas du tout, je savais même pas je savais ce que c'était vite fait, mais voilà, j'ai installé l'application, j'ai fait un compte, j'ai posté dessus et puis je voyais bien ce qui créait le plus d'interactions et cetera. Donc ça m'a aidée à me recentrer. C'est-à-dire qu'au début, voilà, je faisais des styles, j'aimais bien le style un peu indien, le style, bohème. J'aimais bien certaines choses, un peu plus baroques ou plus exubérantes. Je voilà, j'avais des goûts très éclectiques et j'avais notamment un goût prononcé aussi pour le Japon et je voyais que parmi tout ce que je proposais, c'est ça qui attirait davantage. Donc je me suis dit: «Bah, je vais me centrer sur ça» et au final, bah, je pense que c'était la bonne voie parce que les goûts des gens et les miens se sont rejoints et je m'épanouis pleinement dans ce style-là. Après pour ce qui concerne le style artistique technique proprement dit, c'est vraiment à l'expérience parce que le bois, c'était galère, je j'a la peinture adhérait pas donc je me suis dit: «Je vais essayer de peindre sur du métal, peut-être que ça adhère mieux». Et puis après le métal, je me suis ennuyée, je me suis dit: «Tiens, si je mettais des fleurs», enfin à l'expérimental en fait, comme ça. À quel moment tu t'es dit, «C'est Il bon faut mettre tester, des il faut se laisser aller niveau créativité, expérimenter, expérimenter et être curieux, curieux, curieux. C'est comme ça qu'on avance. et à quel moment tu t'es dit, tu pensé aux fleurs? Parce que c'est quand même hyper original. Alors là, c'est parce que j'essayais de faire un truc avec mon style habituel, donc j'étais avec du métal et de la peinture et c'était un après-midi. J'arrivais pas du tout, mais je vraiment j'y ai passé l'après-midi, j'étais extrêmement frustrée, j'étais à 2 doigts, je dis à mon mari: «Il faut que je sorte parce que là, je vais tout sauter par la fenêtre. Je vais tout balancer». J'étais frustrée et on habitait à l'époque à côté d'un grand magasin Cultura et je sais que c'est un magasin qui me fait du bien parce qu'il y a plein de couleurs, plein de matériaux et cetera et je sais même plus à quel rayon, c'était rien à voir avec le rayon bijouterie, ça devait être au rayon scrapbooking ou quelque chose comme ça. En fait, ils vendaient des fleurs pressées, séchées et je me suis dit: «Mais en fait, si» je travaillais déjà la résine et je m'étais dit: «Mais en fait, si j'arrive à mettre ça sous les couches de résine là que j'utilise déjà, là, entre ma peinture et la résine par exemple, mais ça pourrait être génial». Et puis moi j'adore les fleurs, j'en vois partout, j'adore les fleurs mais je sais pas quoi en faire, et voilà. C'est tout bête, hein, tout bête. C'est parti d'une envie de tout jeter par la fenêtre.
et les fleurs qui sont venues sous tes yeux au bon moment, là où Ouais, tu étais prête à les c'est ça, recevoir. exactement. Trop bien et du coup, des frustrations comme ça, tu en as souvent et comment tu les gères Alors maintenant, non, parce maintenant? qu'avec l'expérience et maintenant c'est assez rodé. Au début, j'en ai eu plein. Mon mari te dirait que j'ai dit que j'allais tout arrêter, au moins toutes les semaines, quoi. J'ai eu des problèmes avec ma résine, j'ai eu des problèmes avec la peinture qui adhérait pas, j'ai eu des problèmes avec la colle qui collait pas. J'ai eu des tonnes de problèmes, j'en pouvais plus et vraiment et je me disais: «Je suis nulle» et je voyais personne partager ça sur les réseaux et je me suis dit: «Mais je dois être la dernière des nulles à pas réussir à faire des bijoux, qui ont pas un défaut, quoi». C'était horrible, vraiment et mais je suis tellement passionnée, tellement déterminée slash peut-être têtue, je sais pas et tellement ouais, après je pense que c'est la passion et l'envie d'apprendre et de me dépasser que j'ai toujours réussi à surmonter, mais des fois, il m'a fallu une semaine ou 2 en pleurant et tout arrêter avant de me dire: «Allez, tu rebondis, c'est pas grave». Ouais, c'est ça, à chaque fois tu es frustrée, tu lâches complètement le truc, tu vas ailleurs et tout ça. C'était la fin. Je me disais: «C'est trop prise de tête, je suis n» puis vraiment un sentiment de nullité et de honte. Parce que je me disais: «Tu te rends compte ce que tu as envoyé à tes clientes? Mais la honte quoi, elles te font confiance, elles dépensent de l'argent chez toi et toi tu leur envoies du caca quoi». C'était puis je suis pas perfectionniste donc tu sais, je suis tout de suite dans les extrêmes, hein. C'est soit parfait, soit c'est du caca, il y a pas d'entre-deux. Donc c'était ouais, au début la gestion des émotions et tout, c'était une catastrophe quoi. Mais tu avais quand même déjà des clientes alors pour un truc qui était du caca? Mais oui, c'est pour ça que je m'en voulais encore Mmh. plus. Je me disais: «Mais je les trompe en fait». Elles se basent sur la photo, elles s'imaginent que ça va être beau et je leur envoie un truc qui certes est beau, mais tient pas la route. Donc j'avais l'impression d'être une arnaque en fait, d'être une arnaqueuse. C'était très Ouais. dur à vivre. On Moi te l'a qui suis déjà dit? très Elles t'ont déjà sincère, dit ou honnêtement non. Il y a eu quelques petits soucis, mais les clientes étaient jamais, mmh, bah, elles c'était que revenaient dans vers ta tête? moi: «Bah oui, excusez-moi, il y a ça s'est décollé». Bah, c'est pas grave, je rattrapais et c'est comme ça que j'apprenais, mais moi je m'en faisais tout un monde. Mais alors après, il y a peut-être des gens qui ont jamais osé me le dire, mais j'ai Mmh. jamais eu de retour négatif en mode: «Vous m'avez arnaqué». Ça jamais, en fait, les gens ont très bien compris ce que c'était que l'artisanat. Moi, je l'avais pas encore compris, en fait. Mmh. C'est quoi alors, artisanat, si tu l'as compris maintenant? Bah, c'est la beauté de l'imperfection. C'est la beauté de ces petits détails, c'est la beauté de que ce soit un être humain derrière et l'être humain, il est pas infaillible et forcément et c'est la beauté de l'apprentissage aussi et du progrès. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à s'améliorer, à améliorer son savoir-faire, à se perfectionner et pour se perfectionner, il y a pas de secret, il faut faire des erreurs et les erreurs, bah, on les fait avec les clientes, c'est un peu les crash tests, quoi. Mais elles a je j'ai compris qu'elles acceptaient, pleinement ce rôle-là et qu'elles en étaient presque fières, en fait. Moi, j'ai des clientes qui me suivent depuis mes tout débuts, elles me disent: «Moi, je suis fière parce que j'ai contribué à, bah, la formation d'un savoir-faire». C'est cool, enfin, je trouve ça très beau. Et là, par exemple, tu t'es mise à la broderie de Lunéville, c'est ça, hein? Ouais, broderie Lunéville, c'est au crochet, ouais. Et et est-ce que tu as l'impression de devoir recommencer pareil, ce même process-là? Oui, oui. Et Ah ouais, 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 là, alors pas tant sur la broderie en elle-même parce que j'ai eu une super formation et là, je me sens vraiment au taquet. Par contre, dans ma formation, on n'a pas appris à faire les finitions, c'est-à-dire le montage en boucle d'oreille. Moi, j'ai appris à faire des broderies, bah, sur le métier à broder, à la limite pour les vêtements, mais pas pour les bijoux. Donc là, pareil, je trouve cette phase expérimentale de donc là, j'ai une finition au dos. Alors après, j'ai demandé à ma communauté, par chance, j'avais des brodeuses, donc elles m'ont donné des tips et tout, donc on avance ensemble, ça, c'est super. Mais tu vois, là, les finitions de mes bijoux, je les regarde, bah, en fait, j'envoie ça, mais c'est pour ça que je fais pas beaucoup de commandes. J'en ai pas pris beaucoup parce que je sais pas vraiment, j'ai pas de recul, je sais pas si ma finition actuelle, elle tient super, super bien dans le temps. Bah, ça va être l'apprentissage, quoi. Mais d'accord. ça apprend l'humilité. Ouais et c'est comment tu le vis de réapprendre l'humilité? Parce que tu vois, là, tu m'en parlais, c'était au début, tes premières boucles et tout et là, Ouais, c'est comme si tu recommences encore une nouvelle fois ouais, ça? mais en vrai, j'en avais besoin. Mmh. Je commençais à être trop confortable, enfin, être trop alors c'est bien. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, au début, tout était inconfortable. Là, j'ai ma partie confortable des bijoux que ça fait 5 ans que je fais, mes matériaux, je les connais, ils sont béton, je suis sûre de ce que j'envoie. Et de rajouter une petite partie de ces parce qu'il y avait quand même de l'adrénaline au début. Donc voilà, là j'ai les 2 côtés, des 2 aspects, le côté confort à la fois et le côté adrénaline de l'apprentissage et donc je suis plutôt contente et puis avec l'expérience maintenant je me dis, je vis beaucoup mieux en fait. Je me prends je me dis moins, «Je suis nulle, je ferai plus jamais de bijoux brodés». Je sais que c'est une étape par laquelle je suis obligée de passer, mais que c'est que temporaire. Donc j'ai cette paix-là de me dire que ça va pas durer. Est-ce qu'on peut parler aussi de comment tu as construit, ta boîte à ton image et avec tes besoins à toi? Tu vois, je pense, au fait que tu fais pas beaucoup de commandes dans l'année, que, il faut postuler pour être sélectionné. Ouais, ouais, c'est pas le bon mot, mais tu peux nous raconter comment tu l'as construit ça?
Bah, au départ, j'ai commencé vraiment comme tout le monde. Ça s'est fait là encore petit à petit, très progressivement. Au départ, je vendais, donc j'ai vendu, sur Vinted, après sur Etsy. Il y avait du stock et puis quand on passait commande, je créais tout simplement. Sauf que très vite en fait, ouais, c'est au fur et à mesure de la demande, en fait et puis de mon état. Sauf que la demande a très vite augmenté. Donc, sur stock, c'était galère parce que je me retrouvais, bah, des jours où j'étais fatiguée, c'est toujours ce jour-là où j'avais 10, 15 commandes qui tombaient et puis les jours où j'étais en forme, là, il y avait plus de commandes. C'était frustrant. Donc je me suis dit: «Il faut quand même que j'arrive à gérer un peu les choses». Donc j'ai travaillé à la commande, mais du coup, en faisant des ventes premier arrivé, premier servi et avec un stock limité et puis voilà. Sauf que, bah, arrivé aux ventes, en fait, il y avait énormément de monde qui se connectait et du coup, j'avais une capacité de fabrication limitée, donc je recevais des tas de messages après les ventes pour me dire: «Oui, ça s'est vendu en 3 minutes, j'ai pas pu, je suis frustrée, je suis en colère et comment c'est possible?» En fait, je recevais tout l'émotionnel des gens qui étaient déçus et frustrés et je voyais à quel point ils avaient vécu une mauvaise expérience. En plus, j'avais un site internet qui permettait pas de garder les objets dans le panier. Donc les gens commandaient, ils sortaient leur carte bleue, ils avaient inscrit la moitié de leur code et en fait, leur panier se retrouvait à zéro parce que c'était déjà trop tard. Donc pour eux, c'était atroce et pour moi de réceptionner tout ça, c'était atroce en fait émotionnellement, c'était ingérable. Donc je me suis dit: «C'est pas possible, il faut que je fasse autrement. Il faut que j'invente un système qui soit plus slow en fait et qui soit sereinement à la hauteur des valeurs que je prône, c'est-à-dire quelque chose de voilà, d'humain et là mon système premier arrivé, premier servi en mode, Black Friday, c'était tout sauf humain, quoi. Mmh. Et du coup, maintenant, c'est quoi le système? Tu peux l'expliquer un peu? Alors là, le système, c'est qu'en fait, je fais, 3 à 4 ventes par an. Les ventes se déroulent de la manière qui suit. C'est-à-dire, donc j'ai un formulaire sur mon site internet. Alors avant, j'annonce la date de la vente. Donc là, mettons que la vente, c'est aujourd'hui et demain. Donc ça se passe sur 2 jours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, sur mon site, il y a une page spéciale avec un petit formulaire où je demande à la personne leur nom, leur prénom, leurs coordonnées pour les contacter et le nombre et quelle création elles veulent, en fait. Donc elles me disent ce qu'elles veulent. Voilà et ça dure sur 2 jours. À la fin des 2 jours, donc moi je réceptionne tous les formulaires et j'analyse en fait. J'analyse, je vois parce que moi je sais à peu près combien de bijoux je peux faire. Donc je prends un certain nombre défini de bijoux. Il y a certains modèles qui vont être plus limités comme les bijoux brodés, je peux pas en faire, non plus à l'appel. Donc je gère comme ça et ensuite, avec des automatisations sur Notion, on automatise tout et en fait les gens sont prévenus si j'ai pu sélectionner leur formulaire ou si leur formulaire n'a pas été sélectionné pour cette fois et on fait une sélection à peu près aléatoire pour que chacun ait sa chance. Sachant que sur le formulaire, on a quand même mis une petite case prioritaire que les gens peuvent cocher s'ils ont jamais commandé ou pas depuis longtemps pour éviter la frustration de passer plusieurs ventes sans être sélectionnés puisque c'est aléatoire. Voilà, D'accord. c'est Et ça ça, les gens, s'impose. le vivent beaucoup mieux depuis que tu as mis en place ça? Totalement, totalement. Bah, Ouais. après ça marche pas auprès de tout le monde, hein. Ça a fait un sacré tri, mais un tri qui fait du bien parce que du coup, j'ai plus que des gens sur mon compte qui me suivent et qui m'achètent, qui sont totalement, alignés avec mon fonctionnement et ce mode de presque de vie et ce mode de pensée-là, en tout cas. Et donc moi, j'ai des dames qui me remercient, elles me disent: «C'est super, je remplis le formulaire avec une tasse de café sur ma terrasse, au soleil, ou une tasse de thé et c'est pas la course, je prends le temps de lire les petites histoires parce que chaque bijou raconte une histoire, je prends le temps de regarder» et elle me dit: «Au pire, je suis pas sélectionnée, j'ai passé un super moment, à observer des belles créations et à lire les histoires que tu racontes derrière chacune d'entre elles, donc dans tous les cas, il y a rien de perdu, quoi». Chouette. Et ça donne quoi pour toi en termes d'organisation, de cette organisation de 3-4 ventes par an et tout ça? Sur quel plan? Enfin, est-ce que tu peux Bah, préciser? du coup, tu produis pas toute l'année, enfin, tu produis pas tout le temps. Il y a des moments où tu produis, il y a des moments où tu prépares tes ventes, je sais pas, tu fais des contenus, ça, t'en fais toute l'année, je suppose? Des contenus, sur Instagram, tu veux dire? Oui, oui. Ah non, sur Instagram, c'est au feeling. Enfin, les contenus, c'est ce que je crée, tout est vraiment en temps direct. D'accord, il y a pas Tout ce du que tout de je fais stratégie de te dire: «Ah là, je vais lancer», par exemple, je sais pas, c'est quand ton prochaine vente? bah, là, j'ai fait la dernière la semaine dernière, donc la prochaine, ce sera pas avant Bon, bah, septembre-octobre. par exemple, la semaine dernière, tu vois, il y avait pas une stratégie de dire, du coup, donc c'était en juin, donc en mai, tu as parlé de ça, en avril, du coup, ça va être Absolument pas. c'est Non, en vraiment fait, les gens me 100%. suivent au quotidien. C'est: «Aujourd'hui, j'ai fabriqué ça à l'atelier et bah, je vais filmer le reels». Alors c'est peut-être je le filme peut-être pas dans la journée parce que mes bijoux, il faut plusieurs jours de fabrication, mais en général, quand j'ai fait quelque chose ou que j'ai terminé quelque chose, je le filme et je le montre, le soir. En fait, vous savez ce que j'ai fait dans la journée ou ce que j'ai fait là, dans la semaine, au quotidien. J'ai pas besoin OK. de faire de vente en tant que telle. Ouais, J'ai OK. pas de discours de vente, en fait, j'ai tellement de monde que je vais être très honnête là-dessus, j'évite même de faire un discours de vente pour pas être trop saturée. Donc en général, je fais de la communication. Quand je vois qu'on a beaucoup de formulaires, je dis à Cécile, mon assistante, je dis: «Maintenant, on parle plus de la vente, on tant pis, bah, après ceux qui s'en souviennent, ils s'en souviennent, ceux qui s'en souviennent pas, bah, c'est pas plus mal parce que là, on a tellement que je c'est voilà».
Et comment tu es arrivée à ça alors? Parce que quand tu as démarré, tu connaissais même pas Instagram, donc tu étais à 0. Comment tu es arrivée à aujourd'hui à avoir, presque trop de monde, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait décoller? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors ce qui m'a fait décoller, après très honnêtement, enfin je vais il y a une partie, comment dire? Mes créations plaisent. Ça, au-delà de tout le travail que tu peux fournir sur Instagram, si il faut aussi qu'elles rencontrent leur public. Il faut mes créations le style a plu. Alors est-ce que c'est une question de mode, de moment? Mais j'ai rencontré elles ont rencontré leur public. Après évidemment, tout le travail sur Instagram, la communication, et le fait que ce soit un vrai univers, je pense, enfin, en tout non, je pense, enfin, je le sais puisque mes clientes me le disent, mais elles achètent chez moi pas seulement, les bijoux. J'ai même des clientes, qui me disent: «Moi, tu me mets le bijou que tu veux. Moi, tant que ça vient de toi et que c'est du Canel et pieds sur ciel, je serai contente parce que je sais ce qu'il y a derrière». Donc c'est voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit. Alors après, de manière plus concrète, j'ai, un post qui a très bien marché, que j'ai enfin, j'allais dire que j'ai publicisé, mais je crois pas que ce soit le mot, que j'ai sponsorisé. J'utilise la sponsorisation, ça là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, je trouve ça normal de rémunérer Instagram, pour tout ce que ça m'a apporté. Donc j'ai un budget, publicitaire, depuis mes débuts, chaque mois. De combien Heu, à peu près par mois? alors au début, c'était 30 € par mois, à mes débuts et là, je suis à 300 € par mois. Parce que mon budget, bah, augmente forcément. Logique. Mmh. Prise grandit. Et après, c'est les reels, donc la croissance organique. Quand j'ai commencé à faire des reels, j'ai beaucoup tardé à faire des reels parce que j'ai toujours du mal avec les nouveautés. De toute façon, je les boude, c'était mieux avant, bon, 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 donc je râlote un peu. Et puis après, je me suis dit, j'adorais regarder des reels en plus, moi, perso. Je me dis: «Attends, j'adore en regarder, c'est quand même dommage de pas en faire». Donc je m'y suis mise. En fait, bah, je trouvais ça éclatant. Enfin, j'adore. Maintenant, j'aime beaucoup les faire. Je préfère même ça. Et j'ai des reels qui ont buzzé et les reels, ça a été à une époque, c'était vraiment exponentiel. J'ai gagné des fois 10 000 abonnés sur un reels, hein. Le premier post qui avait buzzé, c'était sur quoi? C'était une photo de bijoux, Juste une une paire photo? qui a cartonné. Alors j'avais rien misé là-dessus, moi je la trouvais trop simple, un peu pas super aboutie, mais ça a plu. Je saurais pas expliquer pourquoi, ça a plu. Et ça a D'accord. duré, ça a été très éphémère. Après ce bijou-là, plus personne, enfin les gens n'en voulaient plus trop, donc peut-être un effet de mode aussi, je sais pas. En tout cas, il a rencontré son public à l'instant T, quoi. Et les reels, comment tu les fais pour, que ça t'éclate? En fait, ce qui m'éclate, c'est de pouvoir montrer mon travail. C'est donc comment je l'ai fait, je me montre en train de travailler, donc je montre chaque étape, j'essaye d'imaginer ce que les gens ne s'imaginent pas. Justement derrière les je me dis: «Mais» parce que pour moi c'est évident, mais pour eux, ils ont aucune notion de ce qui peut se passer dans la fabrication. Donc tout leur montrer. Ce qui m'éclate, c'est parce que du coup, c'est tout petit, on peut aller très finement dans les détails. Dans les photos, bon, c'est compliqué d'aller très dans le détail. Là, je peux vraiment aller dans le détail et ce qui m'éclate surtout, c'est de pouvoir partager des messages en plus. Je peux parler, je peux me montrer, je peux blablater, je peux encore plus m'exprimer. Au-delà les photos, ça permettait de m'exprimer à travers un bijou, mais les gens bon, ça a un bon côté, ils y voyaient ce qu'ils avaient envie d'y voir. Mais là, en plus de pouvoir projeter ce qu'ils ont envie d'y voir, je peux aussi leur expliquer, moi, ce que j'y vois dans mes bijoux Mmh. Et et c'est quoi les messages, par j'ai exemple? besoin de m'exprimer. Bah, les messages, c'est d'oser enfin, de la créativité, d'oser être soi, de que la sensibilité, c'est important et que toutes les émotions ont leur importance. Ce qu'on appelle les émotions négatives, non, c'est pas négatif, c'est douloureux à vivre, mais elles vous apprennent des choses. C'est s'écouter, c'est ralentir, c'est la beauté des petits détails de la vie, la beauté de l'humanité, de l'imperfection dans un monde qui va vite, qui nous oblige à une productivité, une efficacité à son optimum jusqu'à briser les cœurs. Et voilà, moi, j'essaie d'aller à contre-courant de ça et de leur apporter une bulle. C'est vraiment leur dire: «Ici, c'est votre bulle, c'est une bulle et je vais vous expliquer en quoi c'est une bulle». Et après, qui dit sensibilité dit aussi, ça n'empêche pas qu'il y ait de la colère. Parfois, j'avais des trucs, je suis en colère, bah, je le dis, des fois, je suis triste, je le dis. C'est voilà, c'est tout sauf good vibes only pour moi, la sensibilité ou le tout doux nounours, bisounours. J'étais comme ça à mes débuts parce que je m'assumais pas encore. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Attends, tu prônes la sensibilité et tu fais un contenu qui est hyper tout doux, quoi». C'est bien, mais c'est pas ça la sensibilité. Donc maintenant, voilà, j'ose, des fois, je suis pas d'accord avec ce qu'une créatrice fait ou ce qu'un coach dit, je le dis. Alors dans le respect, le but, j'ai horreur des trucs, négatifs pour faire le buzz. C'est toujours en tout cas, j'essaye toujours que ce soit dans le respect et dans l'intelligence, mais de montrer qu'il y a une autre voie, en fait. Je pense que c'est ça aussi mon message, c'est de montrer que votre voix à vous, elle existe, tant que vous la faites exister. Mmh, OK. Et du coup, il y a des gens qui réagissent mal à ça, je pense. Toi, De moins en moins, parce que tu le remarques tri se que fait petit à petit, mais oui, il y a eu des périodes, alors là, sur la sensibilité, moi je c'est le truc, j'ai enfin, en réfléchissant, je sais plus pourquoi je pensais à ça l'autre jour. La dernière fois où j'ai vraiment pleuré, où j'ai été mal et où j'ai envie de tout arrêter,
C'était après la période des fêtes en plus où j'avais eu pas mal de commandes et puis les colis, bon même si je travaille très en amont des fêtes, la poste avait eu plein de retard de colis donc je savais pas si les gens allaient recevoir leurs colis pour les fêtes comme ils voulaient. Un stress pas possible et j'étais en plein dans ma formation de broderie, donc j'étais pas chez moi. J'étais, dans l'appart, où j'étais pour la formation de broderie, j'étais toute seule, il y avait pas mon mari, pas mes chats, enfin bon bref, j'étais déjà émotionnellement très fragilisée et là, je reçois donc je fais une newsletter pour expliquer que la prochaine vente, bah, ce sera plus slow parce que je suis fatiguée et j'explique un peu mon ressenti. Et là, j'ai une dame qui me répond par mail et qui me dit: «Votre newsletter, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en ai marre de vous écouter vous plaindre de vos états d'âme et de vos ressentis. C'est toujours moi, moi, moi. Arrêtez de vous regarder le nombril et ça ira mieux. Et moi, je me désabonne à tout ce que vous faites» et c'était une cliente en plus depuis des années et je me suis dit: «Moi, je me désabonne à tout ce que vous faites et comme ça, je commence l'année avec des ondes positives». Ah j'en ai chialé, j'ai chialé pendant des jours. J'ai envie de dire à mon mari: «Tu crois que je» enfin, j'ai tout remis en question. Je me dis: «Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je suis pas une chouineuse? Est-ce que je suis pas trop faible? Est-ce que finalement est-ce que le monde n'a pas raison de prôner la force comme étant de la dureté?» Enfin, j'ai tout remis en cause. Puis après les émotions sont redescendues. Je me suis dit: «Non, c'est n'importe quoi». Après cette dame, elle a le droit d'avoir son point de vue, mais je pense qu'avec cette vision des choses-là, elle ne peut être que malheureuse. Donc c'est pas grave, je lui souhaite la paix et moi je vais continuer avec ma communauté, les personnes qui sont là, on va continuer à se faire du bien et à se dire que c'est OK d'être sensible, en fait. Mais ouais, j'ai eu quelques moments comme ça, douloureux, mais ça forge le caractère. Enfin moi ça m'a renforcée et ça m'a donné confiance en moi de fou, quoi. Et maintenant ce genre de message, ça me fait plus rien. OK, trop Voilà, bien. pour conclure. Et tu quoi comme échange avec ta communauté? Tu me dis qu'il y en a qui t'y servaient de bêta-testeuse, que, il y en a qui te donnaient aussi des idées pour faire évoluer tes créations et tout ça. C'est quoi un peu, comment tu as créé ça et où ça se passe? Comment se font les échanges? Alors, à mes débuts, ça a été un peu un problème. Il a fallu que je sois plus équilibrée, tu vas comprendre. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très intéressée. Alors, pourtant, je suis autiste et j'ai beaucoup de mal à créer du lien et je comprends pas toujours les gens. Et en même temps, ça m'intéresse, ça me passionne. Je trouve que l'humain est quelque chose de passionnant. Le lien humain me passionne, les émotions me passionnent, comprendre me passionne. Donc, j'aime beaucoup quand même le lien, même si je suis pas forcément très douée et que ça me fatigue très vite. Mais non, du coup, dès mes débuts, j'ai eu envie d'être tout de suite dans le lien. Et ça se passait principalement alors je répondais à tous les commentaires. J'étais très sensible en fait j'étais très reconnaissante, très sensible. C'est la première fois que j'avais autant de gens, enfin qui me disaient autant de compliments sur mon travail. Enfin, c'était très encourageant. Bon, il y a mon mari, mais sinon j'ai pas grandi dans un milieu où j'étais très croulée sous les compliments. Donc j'avais plutôt tendance à être très exigeante et là, je voyais plein de gens être gentils et tout, et puis j'avais une telle reconnaissance qu'on m'achète mes produits que je me mettais un point d'honneur à répondre à tous mes commentaires, répondre à tous mes messages, à répondre à tout, 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 tout et j'étais très en message privé, très, présente et au point que je me et puis comme j'ai des gens très sensibles, du coup, qui me ressemblaient, le problème, c'est que j'en suis presque devenue à on me plaçait presque dans un rôle de psychologue et j'avais des gens qui étaient devenus très vite dépendants de moi et des échanges que j'avais avec eux. Donc ouais, je me suis cramée là-dessus. Mais en tout cas, ça a eu ses avantages parce que j'ai très vite compris qui était ma clientèle, j'ai très vite pu m'adapter à elle et puis j'ai très vite apprécié ce côté humain des réseaux. Mais j'ai basculé dans un extrême à mes débuts qui m'a amené notamment à un burn-out. J'étais tellement présente et j'étais dans un rôle qui n'était pas le mien, en fait. J'ai voulu trop donner émotionnellement à tout le monde et je me suis un peu cramée, quoi. Et aujourd'hui, du coup? Parce que ma question, c'était ça au début, c'était comment tu te nourris de ta communauté et Ouais. comment elle nourrit, tes créations aussi et Alors maintenant, alors j'ai une assistante qui m'aide, du coup, pour tout ce qui est customer care, ce qu'on appelle, donc le soin aux clients, à la communauté. Donc elle va répondre à beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, là où je vais être beaucoup plus en retrait. Moi, maintenant, là où je vois le lien et la communication, ça va être de manière, plus générale. C'est-à-dire ma customer care, Cécile, d'ailleurs, qui fait un excellent travail. Je te fais plein de bisous parce que je sais que tu vas écouter, je t'aime très fort. Elle fait un excellent travail, donc elle est plus là en tête à tête, en one one avec les gens. Après, elle me remonte, hein, les informations qui sont importantes pour le travail. Moi, je vais plus être, voilà, dans une communication, je communique avec le groupe, donc par les stories, essentiellement par les stories. Donc ça va être, des sondages. Je lis par contre les commentaires. C'est pas moi qui réponds, mais je lis les commentaires, je lis les messages aussi, pour la plupart. En tout cas, j'essaye. Et puis ouais, beaucoup de je suis très à l'écoute de leurs demandes. Après moi, je travaille essentiellement à la personnalisation, donc je suis très à l'écoute de ce qu'elles vont me dire et donc ça me permet de m'adapter et surtout ça renforce aussi ma créativité parce que justement, elles vont me donner des idées que moi, j'aurais jamais eues et en fait, je leur ai toujours dit aussi sur mon compte: «Sur mon compte, je veux pas de gens qui me disent, "C'est super ce que tu fais". Je veux aussi que vous me disiez quand vous n'aimez pas»
et je veux que vous sentiez libre de dire, «Ça j'aime pas» et c'est ça que j'adore avec mes clientes, c'est qu'elles ont une confiance en ma capacité à pouvoir être à leur écoute. Donc j'ai des clientes qui disent: «Ah ça j'aime pas» et je le «Pourquoi t'aimes pas?» On échange beaucoup comme ça sur, «Qu'est-ce que tu penses? Là, le problème il est où?» Tu vois, là, c'était avant-hier, j'ai partagé un post sur les flops, les flops de la dernière vente et chacun donne son petit avis. Alors il y en a: «Non, moi j'adore les flops, je comprends pas. Ah ouais, mais moi je pense que ce flop, je crois comprendre, c'est parce que la symétrie est trop prononcée et si tu faisais plutôt comme ça?» Et donc en fait, je vois vraiment pour moi, c'est pas moi qui crée, c'est nous qui créons. Alors évidemment, je garde ma patte, j'ai mon côté à moi, mais je tiens vraiment et pour moi, c'est très important et je pense que c'est pour ça que ça se vend et pour moi, il y a pas de vraie créativité sans ça, sans cet échange et elle me donne le retour aussi et on crée en commun et des fois, là, j'ai un souvenir d'une personnalisation. J'ai dit à la dame: «Écoute», donc je lui ai dit à cette dame: «Je vais tester, je suis pas très sûre de ce que ça va donner». Je l'ai fait, c'était extrêmement original. Personnellement, c'est pas le genre de truc qui je porterais. Je savais même pas quoi en penser, en fait. C'était original, mais déconcertant et je me suis dit: «Waouh, c'est super de créer un truc où ça me déconcerte moi-même» et je me suis dit: «Je vais quand même le balancer sur le site, là, au moment de la vente» et j'étais très surprise parce que, bah, du coup, plein de dames m'ont dit: «Ah, mais cette personnalisation-là, elle est étrange, mais moi, ça me plaît, je veux la prendre». Alors que c'est même pas mon idée et enfin, je trouve ça génial. C'est C'était comme quoi? ça que je Elle avait travaille. quoi d'original? C'était un mélange de 3 couleurs. Alors, en fait, elle a commandé 3 boucles au lieu de 2. Elle voulait une déclinaison des 3. Et en fait, c'était un mélange de rouge, violet, orange, mais des couleurs très peps. Alors moi, le bleu et le rouge tel qu'elle me l'avait demandé, je me suis dit: «Ça va jamais aller ensemble, jamais» et au final, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si ça va Tu ou sais si toujours pas. mais en tout cas, ce que je vois, enfin, là, j'ai hâte de faire le post parce que j'ai prévu un post sur ce sujet et je sens que les avis vont être très tranchés. Moi, pour l'instant, je sais pas quoi en penser et elle me demandait de le faire en fondu, en dégradé, mais il fallait à la fois, dans chacune des boucles, on retrouve les 3 couleurs, mais qu'il y en ait 2 différentes qui prédominent et que les 3 se fondent et c'était à la fois une paire avec des fleurs séchées et de la peinture, donc il faut que tout s'harmonise bien. C'était c'était rigolo, mais j'ai tardé, hein, vraiment, je dis: «Bon, je suis désolée, ta commande, c'est la dernière que je fais parce que ça m'inspire pas, j'arrive enfin, c'est pas que ça m'inspire pas, mais je c'est pas enfin, je j'ai pas l'habitude». En fait, c'est pas tant que c'est pas moi, c'est plus que j'ai pas l'habitude. L'être humain, il aime quand même ses routines et tout et mes clientes, elles m'aident à sortir de mes routines et des fois, elles font des trucs, bon, là, je sais pas quoi en penser. C'est joli, hein, c'est joli, mais moi, personnellement, je sais pas quoi en penser et des fois, il y a des trucs, je me dis: «Mais je surkiffe, pourquoi j'ai pas eu l'idée avant?» Moi, j'adore et je le fais même pour moi et voilà, c'est cool. Bon, je suis très enthousiaste, donc je pourrais en parler super longtemps, mais j'adore travailler comme ça. Intéressant, c'est intéressant que tu l'aies quand même sélectionnée. Alors peut-être tu peut-être pas autant de précision au début, mais tu pourrais dire aussi, «Je la sélectionne pas parce que du coup ça me parle pas», tu vois? Et tu quand Non, même parce que je sélectionne vraiment de manière aléatoire. ah oui d'accord. Mmh. Les seuls critères de sélection, à la limite, c'est quand je vois que j'ai déjà beaucoup de commandes brodées. Là, je vais dire: «Bah, là, je peux pas en prendre plus, donc je peux pas prendre le Mmh, formulaire, même s'il est apparu dans la sélection mmh. aléatoire». Mais sinon, c'est purement non, c'est l'avantage. Il y a vraiment j'essaye de faire les choses de la manière la plus impartiale possible, sinon c'est pas du jeu, quoi. Enfin, voilà, ils ont le droit de me surprendre. Est-ce qu'on peut parler aussi de prix? Parce que du coup là, par exemple là, je suppose que tu passes pas mal de temps et tu as un modèle de prix non lucratif. Tu peux nous l'expliquer ça? Et c'est genre tu rentable par exemple sur une création comme ça où tu as passé, quand même beaucoup de temps à faire des essais et tout ça? Enfin peut-être pas, tu peut-être pas fait Alors, tant qu'est-ce que d'essais tu que ça. appelles rentable? Parce que je me rends compte chacun a un peu sa définition. Bah, je sais pas, tu rentres dans tes coûts et puis bah, je sais pas du tout comment tu fais ton prix non lucratif, mais je suppose que tu as défini, toi, vu que tu fais 3 4 ventes par an, bah, de ce dont tu as besoin pour l'année et puis tu t'arranges pour que je pense que c'est comme ça que tu l'as fait, j'en sais rien. Alors si, déjà s'il y a des créatrices que ça intéresse de voir dans le détail, je préviens, j'avais fait un post Instagram où j'avais vraiment tout mis, tout le détail. Alors le concept en fait, c'est que donc quand je fais une vente, par exemple là, cette vente-ci et la vente dernière, j'ai gagné 30 000 €. Enfin j'ai vendu pour 30 000 € de bijoux. Dans ces 30 000 €, bah, il y a tout en fait, mais il y a pas de marge. Il y a tout. Il y a le prix, bah, il y a la communication Instagram, il y a un petit montant dédié à la recherche et au développement. Il y a le prix de mon salaire et je veille à me rémunérer, j'allais dire très correctement. Après là encore, c'est chacun a sa vision, mais je suis pas au SMIC. Je considère que mon travail, il et je peux j'ai la possibilité de le faire et je suis plus qu'au SMIC. Mon assistante qui fait un travail de fou, je la paye 30 € de l'heure. Je considère que je c'est très précieux pour moi son travail. Donc voilà, on se rémunère, correctement. Il y a les impôts, il y a les charges, il y a le prix des fournitures, il y a le doreur, il y a tout en fait. Il y a vraiment tout, mais il y a zéro marge. C'est-à-dire qu'à la fin là, tu vois, j'ai fait la vente la semaine dernière, avant-hier, j'avais, 2 000 € sur mon compte, quoi. OK. Mmh.
C'est tout. Donc là, c'est la nouvelle vente qui vient renflouer. Donc j'ai très peu de bah si, du coup, j'avais 2 000 € de trésorerie, mais des fois, j'en ai 0 ou 150, ça dépend. Après voilà, si j'ai un besoin, si je veux me développer, là, quand j'ai pour payer ma formation, bon, elle a été en partie rémunérée, mais il a fallu que je la paye aussi. Bah, je joue sur les charges variables. Par exemple, je vais dire à Cécile: «Bah, ce mois-ci, tu travailleras un peu moins». Du coup, je récupère, de l'argent que je peux investir dans autre chose. Mais je pourrais jamais, voilà, c'est pas avec des petites économies de bout de ficelle que je pourrais me développer, en multinationale, mais c'est pas mon objectif. Donc on y va très, très, très lentement. Donc des fois, pour une nouveauté qui sort, bah, il a fallu, 3 ans d'économie, pardon. Mais c'est un Mmh. rythme lent qui me va. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, mais tu as répondu du coup, tu veux peut-être pas te développer, enfin, tu veux te Non, du développer tout. jusqu'à tu veux rester toi, Je veux me développer en termes de toi et Cécile. créativité. Ça oui, je veux me développer la créativité, faire toujours plus original, toujours plus essayer de faire français, essayer de faire plus éthique et c'est plus ça dans lequel je veux me développer, mais me développer en mode faire plus et plus d'argent et plus de gens qui travaillent avec moi, non, ça pas du tout. J'aime bien notre échelle, ça fonctionne bien comme Com ça, j'aime bien. et comment tu continues à te développer en termes de créativité? Là, Bah c'est là, la la broderie, broderie mais par le exemple, prochain truc? Ouais, mais par exemple, le prochain truc, tu sais pas? j'aimerais bien faire des tableaux brodés. Enfin des tableaux, bon j'ai commencé, j'en ai un, il est affiché là. J'aimerais bien proposer plus des petites décorations d'intérieur, un peu comme style les fioles, mais les fioles, c'est pas tant une décoration que là, comme c'est des souvenirs souvent pour les animaux décédés, des choses comme ça, c'est pas tant une décoration pour moi qu'un souvenir. Mais j'aimerais bien à la limite me lancer, ouais, un petit peu plus dans quelque chose de décoratif. Pourquoi pas mélanger la broderie et les fleurs séchées sous forme de tableaux ou d'herbiers, enfin c'est en gestation, mais c'est ce qui me trotte, en ce moment dans la tête. C'est drôle, tu reviens à tes premiers tableaux. Ouais, bah, parce que C'est pas une j'adore l'art, en question. fait. L'art, la peinture et j'aime beaucoup, enfin, ouais, s'exprimer sur une toile comme ça. Oui, c'est vrai. Bon, on se refait pas, hein, même on évolue, mais on reste soi, quoi. Ouais. Et toi, du coup, avec toute cette expérience derrière, toutes ces expérimentations, tu as quand même vraiment beaucoup évolué depuis le début. Tu donnerais quoi comme conseil à une créatrice ou un créateur qui débute et qui a envie de réussir, mais qui sait pas comment s'y prendre et J'en aurais plein parce que c'est tellement complexe. Mais disons, s'il y a une chose, en tout cas, que j'ai envie de dire, alors il y a des coachs, voilà, c'est bien, c'est important, mais écoutez-vous. Enfin, n'ayez pas peur de suivre votre voie à vous. C'est-à-dire que moi, il y a des choses, le prix non lucratif, par exemple, de pas prendre de marge, moi, au début, mais tous les coachs, je m'en prenais plein la tronche en me disant: «Tu vas pas tenir dans le temps, c'est n'importe quoi, il faut une marge, il faut calculer les prix dans un tableau Excel», mais j'avais confiance en mon enfin, après, à tort ou à raison, en tout cas, moi, 5 ans après, je suis toujours là, certaines de ces coachs ne sont plus là. L'idée, c'est pas non plus de s'écouter à 100 parce qu'on n'a pas réponse à tout et je m'auto-forme énormément, mais d'oser être anticonformiste, en fait, plutôt, je pense. En fait, l'artisanat et même la vente d'artisanat, c'est avant tout beaucoup de psychologie. C'est pas des mathématiques, il y a pas de dogme absolu. Je pense qu'à partir du moment où c'est bien fait, tout peut passer. À partir du moment où vous le faites bien et que vous êtes convaincu du pourquoi vous le faites et que c'est important pour vous et que ça a un vrai sens derrière, je pense que tout peut se défendre, on peut communiquer, tous les choix peuvent se défendre en artisanat. Donc je dirais, ouais, écoute ton intuition, fais ta propre voix tout en restant humble et curieuse d'aller quand même demander des avis et te former. Mais trouver cet équilibre-là. Pas basculer ni dans «je fais ce que je veux» et du coup, bah, tu fais des boulettes parce qu'on n'a pas la science infuse et ni te dire: «Je vais suivre, bêtement ce que tous les coachs me disent» parce que ça marchera pas non plus. et Et comment de surtout pense aux gens. Enfin, pour moi, la vendre, c'est avant tout pour les gens. En fait, c'est le lien, c'est tellement important. N'oublie pas que alors oui, tu crées pour toi, pour te faire du bien. Tu vends parce qu'il faut payer ton loyer. Mais pense que tu pas toute seule dans cette aventure et dans ce processus et tes abonnés, ta communauté, ils sont avec toi dans l'aventure et ils demandent que ça, que d'être avec toi dans l'aventure. Donc pense aussi à eux, en fait. Sois généreuse. j'ai trouvé cette discussion avec Céline tellement inspirante et toi? Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que d'abord, tu as le droit de construire un modèle de vente qui respecte ton énergie, tes capacités de production et tes valeurs. Céline aurait pu continuer comme tout le monde avec des ventes au premier arrivé, premier servi et se dire que la frustration des clientes, c'est juste le prix à payer quand on a du succès. Mais elle a choisi de faire autrement. Elle a créé un système avec formulaire qui lui permet de produire à son rythme et de laisser le temps à ses clientes de découvrir ses créations. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que t'es pas obligé de reproduire les règles des autres. Tu peux inventer un fonctionnement qui ne ressemble qu'à toi. Et ça, c'est vrai pour tous les aspects de ton business, même si tout le monde autour de toi fait différemment. Ensuite, ta créativité n'est jamais finie. Même quand tu maîtrises une technique, même quand tu as trouvé ton univers, même quand tes créations plaisent et se vendent, tu peux continuer à te challenger.
Céline le fait aujourd'hui avec la broderie de Lunéville. Elle se retrouve à nouveau dans une phase où elle apprend, elle teste, elle ne maîtrise pas encore toutes les finitions, mais c'est ça aussi qui lui redonne de l'adrénaline, des idées et l'envie de créer. Alors si t'as parfois l'impression de tourner un peu en rond avec tes créations, lance-toi à un petit défi créatif. Teste une nouvelle matière, reprends une de tes créations préférées et imagine comment tu pourrais la revisiter. Crée une pièce juste pour expérimenter sans te demander tout de suite si elle va se vendre. Parce que ce sont souvent ces essais-là qui ouvrent la porte à la suite de ton univers. Et enfin, n'oublie pas que ta communauté n'est pas seulement là pour acheter ce que tu fais. Elle peut aussi devenir une vraie partie de ta création. Céline écoute les retours, partage ses tops et ses flops, demande des avis, accueille les idées de personnalisation, tout en gardant sa patte et son regard. Et c'est ça qui est le plus important. Écouter ta communauté, ça veut pas dire créer uniquement ce qu'on te demande, ça veut dire créer une conversation autour de ton travail pour qu'il soit encore plus riche. Maintenant, je compte sur toi pour aller envoyer une avalanche d'amour et de remerciements à Céline. Je te mets son compte dans les notes de l'épisode. Envoie-lui un message pour lui dire ce que cette discussion t'a apporté et surtout si ça t'a inspiré une idée de mini défi créatif à te lancer. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi aujourd'hui. Si t'as créé quelque chose pendant l'épisode, j'adorerais que tu m'envoies une photo. Et surtout, viens me dire ce qui t'a marqué, ce que tu en retiens, ce que tu as envie de tester ou de faire différemment maintenant. Ça me ferait beaucoup trop plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux aussi me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. C'est grâce à toi qu'on va aider plein de créateurs et de créatrices à vivre de leur passion. En écoutant le podcast, tu es déjà sur le bon chemin pour faire grandir ton entreprise. À bientôt